Hello, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Ben Johnson. Donc c'est un Canadien qui a gagné le 100 mètres olympique en 1988 aux Jeux de Séoul et qui a été déclassé pour dopage le soir même, ou le lendemain. Donc ça va me permettre, cette course-là, qui a un surnom de Dirtiest Race in History, donc la course la plus crade de tous les temps, de faire ensuite un pas de côté pour aller sur toute la période des stéroïdes. Et en gros, on va essayer de comprendre comment Ben Johnson a pu se faire prendre alors que tous les autres sont passés entre les mailles du filet. Donc on va commencer par la course en tant que telle. Et je vous mets les images, ça dure 10 secondes, donc allons-y. Away first time. Johnson made a magnificent start. Lewis coming on strong. Linford Christie going well between them as well. It's Johnson in the lead. Johnson's going to win it. Lewis second and the bronze medal for Linford Christie. And it's 9.79. The world record has gone again to Ben Johnson. Incredible. Donc évidemment, puisque c'est record du monde en finale du 100 mètres olympique, c'est un peu l'exploit absolu. En plus en bas, dans Carl Lewis, qui est considéré comme un peu invincible, qui reste sur un quadruplé olympique en 84 à Los Angeles. Donc la une de l'équipe, c'est historique, avec tout ça dans la balance. Mais on a dès le lendemain Johnson, le scandale, avec, puisque ça se passe en Corée, un peu de décalage horaire qui fait que l'équipe est encore au conditionnel, qui met des peut-être, etc. Mais on a quand même l'affaire de dopage qui vient d'éclater. Et puis on va avoir par exemple ici Sports Illustrated, qui est le plus grand journal de sport américain, qui va titrer Busted. Donc il s'est fait choper. Le vainqueur du 100 mètres olympique est déclassé pour dopage aux stéroïdes anabolisants. Et c'est un immense coup de tonnerre sur le monde du sport, et l'olympisme en particulier. Le truc, c'est que Ben Johnson est loin d'être le seul à se doper à cette époque-là. Donc là, je vous ai fait un petit montage avec tous les participants à cette finale, et puis j'ai entouré ceux qui ont, dans leur vie, été sujets à des contrôles positifs. Donc on a Linford Christie, on a Carl Lewis, même si c'est pas très connu, on va développer ça un peu plus tard. On a Ben Johnson, évidemment, puis on en a quelques autres. Donc il y en a deux dans le lot qui n'ont pas de petits ronds autour d'eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dopés, mais plutôt qu'ils se sont jamais fait prendre. Hein, il faut toujours, moi je prends vraiment les choses à l'envers par rapport au discours ambiant. Ce qui est assez clair, c'est que Ben Johnson, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que lui va tomber, lui va être déclassé, on va lui retirer ses médailles, on va retirer ses temps, il va être effacé de l'histoire de l'athlétisme. Ce type-là n'existe plus dans les archives de l'athlétisme, mais il va prendre pour tout le monde. En gros, on en a trouvé un. Alors, c'est le plus important parce qu'il a gagné le 100 mètres olympique, c'est très spectaculaire, mais il va prendre pour tout le monde. Les autres, comme une lettre à la poste. Là, je vous ai mis les médailles retirées aux Jeux olympiques pour dopage. Donc on a les Russes qui sont, donc les Soviétiques et les Russes sont ensemble évidemment, qui sont loin devant les Américains. Alors les Américains, sur les 6 ou 7 médailles d'or, il y a toutes celles de Marion Jones. Je crois qu'elle en a 5. Donc Marion Jones, quasiment toutes les médailles retirées aux États-Unis. Et puis si on veut être un peu taquin, on peut dire que les Soviétiques, les Chinois, les Allemands de l'Est, les Ouzbeks, les Kazakhs, tous les pays de l'Est de l'époque, c'est plus ou moins la même équipe, les Bulgares, etc., puisqu'on a une espèce de voilà, d'empire soviétique qui vient intégrer d'autres pays et qui sont tous sujets aux mêmes techniques de dopage. Donc on a clairement les soviétiques russes qui sont beaucoup plus à voir, ce qui ne veut toujours pas dire que les Américains se dopent moins. Peut-être que les Américains se dopent mieux. Il y a eu des aveux très clairs. Donc il y a un personnage dans toute cette histoire qui est encore plus spectaculaire que Ben Johnson, c'est Florence Griffith Joyner, Flojo de son surnom. Et Flojo, elle a le record du monde actuel, qui n'a jamais été battu, depuis 1988, des 100 mètres et 200 mètres féminins. Donc on a des temps qui sont figés depuis quasiment 40 ans sur les deux épreuves de sprint chez les femmes. Et cette femme, Florence Griffith Joyner, donc je vous mets ici Florence Griffith Joyner avant les stéroïdes en 84, après les stéroïdes en 88, on voit très clairement que son corps a changé, qu'elle est devenue extrêmement musculeuse. Ça, c'est l'effet visible des stéroïdes. Et puis, il y a l'effet aller plus vite, qui est très très clair. Donc, cette femme-là a pulvérisé le record du 100 mètres en 10,49, le record du 200 mètres, et elle est morte à 38 ans d'un arrêt cardiaque. Son corps a dit stop. Alors, il n'y a pas de preuve, hein, mais 38 ans, c'est quand même extrêmement jeune quand on est un athlète d'aussi haut niveau. Donc, je vous mets la course ici. C'est son record du monde du 100 mètres, donc c'est 1988. Et puis, je vais laisser les commentaires en anglais pour que vous écoutiez ce que dit le type à la fin, qui a une voix un peu plus aiguë.
which is faster than the world record of 10:76 held by Evelyn Ashford. Fastest that any woman has ever run. Of course, the win will mean that it won't count, but this has been a great year for her. She was a medalist in '84 at 200 meters, but now she's moved down to 100, and she's one of the top contenders. Gail Devers is in lane 4. Lane 1 is open. And quickly, Florence Griffith Joyner blowing away the field in a 10:49. Wind aided 10:49. Wait a minute. Cannot be. No one can run that fast. The heat here must be doing something to the electronics, but she won by such a margin over Gail Devers, who... Donc on entend le commentateur américain dire cannot be, no one can run that fast, the wind must be something to the electronics. Donc c'est pas possible, personne ne peut courir si vite, le vent doit faire quelque chose à l'électronique. Donc à cette époque-là, on a par exemple Dick Pound, qui est le vice-président du CIO, qui va être très clair, qui va dire que Florence Griffith Joyner, c'était une source d'inquiétude beaucoup plus grande, qui a été éclipsée par le duel Carl Lewis-Ben Johnson, et qu'avec le recul, il n'arrive pas du tout à s'expliquer comment cette femme-là n'a jamais été contrôlée positive. Ça va être un peu l'enjeu pour moi d'expliquer comment c'est possible que Ben Johnson se soit fait prendre et que Flo Jo ne se soit pas fait prendre, puisque ces temps sont toujours là. Alors ces temps à elle, oui, mais pas que ces temps à elle. Quand on fait un focus sur les records de l'athlétisme féminin, alors il faudrait que je mette peut-être un petit peu à jour, ça fait quelques années que je présente ces images-là, mais on a le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 3000 mètres. Il y a plein d'épreuves qui sont avec des records figés dans les années 80 jusqu'à 92, 13, les chinoises de 93 qui sont restées célèbres, l'armée de Ma et la soupe de tortue. Je parlerai de ça d'une autre fois si je fais l'histoire du sport chinois. Mais on a des Allemandes de l'Est, des Soviétiques, des Américaines, des Bulgares, des Chinoises, qui pulvérisent des records du monde, qui sont aujourd'hui encore intouchables. On est à quasiment 40 ans, il y a certains qui ont dépassé les 40 ans, c'est des records qui semblent stratosphériques. Et on peut clairement dire que si un jour quelqu'un bat les records de Kratochvílová, de Marita Kor, de Florence Griffith Joyner, le doute sera automatique et légitime. Si quelqu'un fait mieux, si une femme fait mieux que ces temps-là, on aura instantanément le doute et ce sera bien normal. Donc on va avoir en 1983 le premier championnat du monde d'athlétisme. Donc c'est Primo Nebbiolo qui est président de l'IAAF, la FIFA de l'athlétisme, et qui va être un affidé de Adidas. Je vous raconterai l'histoire d'Adidas et on verra qu'ils ont placé à la tête des grandes fédérations des gens qui leur doivent tout. CIO, FIFA, IAAF, les plus grandes fédérations sont concernées. Donc Primo Nebbiolo organise le premier championnat du monde d'athlétisme à Helsinki, en Finlande. Et on a, à l'époque, des tests qui parviennent à détecter la testostérone, mais pas encore les stéroïdes. Ce qui est surprenant, donc on a un chercheur allemand qui va être majeur dans toute cette histoire-là, qui s'appelle Manfred Dionicke, qui va développer un test pour détecter la testostérone, ce qui est la grande arme de dopage des soviétiques. Et il va prendre les échantillons des Jeux de Moscou, qui sont tous négatifs à l'époque, et en 83, en repassant ces échantillons les mêmes dans sa nouvelle méthode, il dit j'ai 20% de positif. Donc on a la méthode soviétique, la testostérone, qui devient, qui se fait griller. Et donc à partir de ce jour-là, prendre de la testostérone, c'est prendre le risque de se faire sanctionner. Au premier championnat du monde d'Helsinki, 83, il n'y a aucun contrôle positif. Ce qui est surprenant, c'est que la semaine d'après, on a les championnats panaméricains, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale ensemble, dans une espèce de Jeux olympiques à tous les sports, qui se déroulent à Caracas et au Venezuela. Et ce jour-là, les Américains et toutes les autres délégations apprennent que Manfred Dionicke va être présent avec sa machine, sur place, aux Jeux panaméricains. Et s'il est absent, vous êtes peinard. S'il vient avec sa machine, là, vous pouvez vous faire contrôler. Le jour des Jeux panaméricains, le jour de l'ouverture, on a 300 forfaits américains le même jour. Donc toutes les délégations d'athlétisme et d'haltérophilie déclarent forfait pour intoxication alimentaire collective, tous comme un seul homme. Donc vous en concluez ce que vous voulez. Soit le poisson n'était vraiment pas frais, soit ils se sont dit ah tiens, l'Allemand est venu avec sa machine, on va peut-être pas y aller. Donc le premier champion du monde du 100 mètres, c'est Carl Lewis, quasi invincible Carl Lewis, qui a fait une série de victoires de 10 ans sur le sprint, qui est
une légende absolue, le plus gros palmarès de l'histoire olympique avec ses 9 médailles d'or. Donc il n'y a pas Paavo Nurmi, le Finlandais des années 20, et puis Usain Bolt. Mais Usain Bolt a perdu une de ses médailles parce qu'un de ses partenaires de relais, je crois que c'est Nesta Carter, était dopé. Donc Carl Lewis a toujours ses 9 médailles d'or, dont le quadruplé de Los Angeles, donc 100, 200, 4 x 100 longueur. Et il est le premier champion du monde en 83 du 100 mètres à Helsinki. Et Carl Lewis a été contrôlé positif 2 fois, notamment à l'éphédrine et à la pseudo-éphédrine. Donc c'est des contrôles qui ont été passés sous silence. Des fois on n'a pas fait l'échantillon B, ce qui est la norme pour l'antidopage. Et Carl Lewis, soumis à la question, a répondu que c'était sûrement le mawang, le thé chinois qu'il buvait avec régularité, qui contenait de l'éphédrine et qui aurait été responsable de son taux illicite. Alors ce qui est surprenant, c'est que le taux qui lui a valu d'être considéré comme positif à l'éphédrine n'est plus un taux qui vous rend coupable aujourd'hui. Donc l'éphédrine, il n'y en a pas naturellement tant que ça dans le corps humain, donc on est sur un produit qu'on ingère de l'extérieur. Et la comparaison que je fais qui me semble pertinente, c'est l'alcool au volant. Donc l'alcool au volant, il y a des normes qui ne sont pas les mêmes selon tous les pays. Donc ça peut être 0,4, 0,5, 0,25 si vous êtes jeune en Espagne. Donc il y a des normes qui changent. Et puis il y a très clairement 2 personnes qui boivent la même quantité d'alcool selon que vous avez une fille d'1,50 m, toute petite, toute frêle, et un grand gaillard de 2,10 m qui fait du rugby, pilier de rugby. S'ils boivent 3 verres de vin chacun, ils n'auront pas le même effet sur leur corps. Le gaillard du rugby va vous dire « moi je peux conduire ». Et ce serait presque vrai. Mais la seule façon de régler le problème de manière logique, c'est 0. Le taux d'alcool, c'est 0. Sam, il ne boit pas, il conduit, et c'est tout. On ne peut pas commencer à dire « ah, moi je suis costaud, je peux boire un verre de plus, etc. » C'est bancal comme façon d'appréhender le sujet. Et bien dans le dopage, c'est la même chose. On a des taux qui changent selon les époques, et ça veut dire qu'un taux qui vous aurait fait condamner à une époque ne vous fait pas condamner aujourd'hui, et inversement selon les produits et selon les périodes. Donc la seule façon rationnelle de gérer ça, c'est 0. Celui qui fait du sport, il se dope pas. Et du coup, c'est plus simple. Donc on est dans une période de guerre froide, et il y a la course aux médailles qui a lieu pendant la guerre froide. Donc c'est à partir de 1952 que Staline va décider d'aller aux Jeux Olympiques avec l'Union soviétique pour prouver la supériorité soviétique par les victoires sportives. Donc la course aux médailles, c'est une période qui dure pendant 40 ans, un peu plus, et on a à cette époque-là le sentiment que les soviétiques se dopent beaucoup plus, parce qu'ils se font beaucoup choper. Mais on a les aveux de Robert Kerr, qui est le médecin-chef du CIO américain, qui a avoué avoir dopé plus de 3000 athlètes aux stéroïdes, dont une quinzaine ont eu des médailles olympiques aux Jeux de Los Angeles. Donc on a les aveux du médecin américain sur la table. Donc on peut dire très clairement que les Américains se dopaient tout autant. Peut-être de manière un peu plus efficace et moins à la testostérone et plus aux stéroïdes. Donc une substance qui a mis plus longtemps avant d'être détectable. Ce qui expliquerait pourquoi ils se soient moins fait choper. Donc là je vous ai mis un tableau. C'est les médailles russes et les médailles américaines dans l'histoire olympique. Donc ça s'arrête en 2012, mais l'Empire soviétique était effondré depuis déjà un petit bout de temps, donc ça le fait quand même. En gros, pendant la première séquence, donc les médailles noires sont les médailles américaines, les médailles bleues sont les médailles russes. La première séquence, il y a la Russie des tsars qui a quelques médailles, les Américains en ont déjà plein. Après, il y a la révolution bolchevique qui va considérer que les Jeux Olympiques sont un truc de bourgeois et qu'on n'a pas à y aller, jusque donc au moment où Staline va décider l'inverse, 52, les Jeux d'Helsinki. Et de 52 à on va dire 92, quand il y a les ruines avec la CEI, il y a 11 Olympiades communes. L'Olympiade de 1980, celle de Moscou, il y a le boycott américain, donc il n'y a pas de médaille USA. Les Jeux de 84 à Los Angeles, il y a le boycott des soviétiques, donc il n'y a pas de médaille russe. On a 11 Olympiades qui sont concernées en tout par la course aux médailles, et 7 fois sur 11, les soviétiques ont gagné. Ce sont donc les soviétiques qui ont gagné la course aux médailles, malgré toutes leurs médailles retirées. Donc là, j'en arrive au produit qui a fait tomber Ben Johnson. Ça s'appelle le stanozolol. Donc le stanozolol, c'est un produit qui est indétectable en 1984 et qui va être détectable en 88. Donc entre les 2 Olympiades de Los Angeles et de Séoul, il y a 2 médecins, un américain et toujours le même allemand, John Icke, qui vont échanger leurs travaux, s'injecter eux-mêmes des stéroïdes, s'envoyer leurs prélèvements et faire des tests jusqu'à développer une méthode
qui fonctionne et qui détecte les stéroïdes dans les échantillons sanguins. Donc en 88, peut se faire choper, ce qui n'était pas le cas en 1984. Encore une fois, il faut que ce type-là soit présent sur place avec sa machine, sinon vous êtes peinard. Donc Ben Johnson va se faire avoir, contrôle antidopage après la course, positif. Qu'est-ce qu'il va avoir comme ligne de défense? Eh ben, elle est assez délirante, mais ce qui est fou, c'est qu'après 25 ans, il a changé de version. Donc sa première version, en gros, vous avez deux théories du complot, si on veut, et j'aime bien la deuxième, personnellement. Donc la première, c'est qu'il y a dans la salle d'attente avant le contrôle antidopage, un type qui est là, qui s'appelle Andrew Jackson, qui est du Nigeria, qui est vendeur de diamants et qui serait un ami de Carl Lewis, donc son adversaire, donc un type qui a absolument rien à foutre là, et que ce gars lui aurait payé des bières pour le féliciter de sa victoire. 8 bières, qu'il avait soif. Et dans ces 8 bières, il aurait mis des stéroïdes pour piéger un complot contre Ben Johnson. Donc pendant des années et des années, il va avoir cette version-là. Alors il va même aller jusqu'à dire qu'un jour, il a enregistré ses aveux à ce type-là, mais qu'il a perdu la cassette. C'est quand même dommage quand on a une cassette en main qui vous permet de sauver votre honneur. Bref, ça c'est sa première version jusqu'en 2014. Et en 2014, il va être interviewé par Le Monde, donc un journal français très sérieux, et il va changer de version. Donc il faut avoir en tête que Ben Johnson, c'est un athlète Adidas pendant très longtemps, et qu'il va être recruté par une marque. Dans les années 80, il y a pas mal de marques qui se lancent, qui vont être avec plus ou moins de succès des grosses marques de sportswear. Donc il y a Nike évidemment, Reebok, les Anglais, Asics, les Japonais, et puis Diadora. Donc Diadora, qui est une des marques qui se lance à cette époque-là, va débaucher Ben Johnson d'Adidas pour en faire son égérie. Donc il quitte Adidas et il devient le visage de Diadora. Et il explique, en 2014, dans Le Monde, que c'est parce qu'il a quitté Adidas que tout ça est arrivé, qu'à l'époque, aucun athlète Adidas n'a jamais été contrôlé positif, que les relations entre le CIO et Adidas sont tellement imbriquées qu'il ne fallait pas ternir l'image de la marque. Et il conclut en disant, si j'étais resté chez Adidas, rien de tout ça ne serait arrivé. Théorie du complot, aucune preuve, mais j'achète. Je vous ferai l'histoire des liens entre le CIO et Adidas plus tard pour que vous compreniez pourquoi tout ça est un peu crédible. Donc on a un dernier petit développement, c'est le produit qui l'a fait chuter. En fait, Ben Johnson étant canadien, il n'y a pas tant que ça d'athlètes canadiens qui sont des géants du sport. C'est un peu leur Léon Marchand ou leur Teddy Riner, si on veut, c'est leur icône du sport national. Donc c'est un immense choc pour les Canadiens quand ce truc arrive. Donc ils vont faire une enquête parlementaire, il y a une commission, la commission de Dublin, qui est mise en place pour refaire tout le CV du parcours de dopage de Ben Johnson. Et on sait tout, en fait. On sait tout sur Ben Johnson, on sait tout. C'est un trio, en gros, il y a un entraîneur, Jamie Astafan, et puis un coach qui s'appelle Charlie Francis. Et ils travaillent à 3, ils ont un protocole de dopage qui est extrêmement bien rodé. On arrête les prises 6 semaines avant les compétitions pour que l'organisme se régénère, et que si on se fait contrôler, on ne se fasse pas prendre, etc. Et puis, quelques semaines avant les Jeux de Séoul, on a l'entraîneur qui injecte un produit à Ben Johnson sans l'aval du médecin. Donc ça s'appelle du Winstrol V. C'est un produit qui contient du stanozolol, donc le stéroïde anabolisant qui va le faire tomber. Et c'est un produit dont l'usage traditionnel est très étrange. On est dans la boucherie chevaline. En gros, quand vous emmenez les chevaux à l'abattoir, parce qu'il y a des gens qui mangent du cheval encore, vous injectez ça dans le cheval et les muscles font. Et il y a plus de viande à manger. Et c'est ça qu'il a pris sans l'aval de son médecin. Et c'est ça qui l'a fait tomber parce que c'était 26 jours avant la compétition et donc ils ont mal géré ce doping et ils s'en sont bien mordus les doigts. Donc juste pour terminer sur cette affaire-là, je vais vous faire un peu la suite du parcours de ces 3 mecs-là. Donc Ben Johnson prend 2 ans de suspension. Il revient à la compétition, il est recontrôlé positif, il prend suspension à vie. Il revient dans le monde amateur, il est recontrôlé positif, il est suspendu à vie du monde amateur. Son entraîneur, qui a été interdit d'exercer au Canada, va se retrouver aux États-Unis à entraîner des gens comme Tim Montgomery, recordman du monde, effacé des tablettes pour dopage, et Marion Jones, qui a perdu ses 5 médailles d'or olympiques, et qui a été même en procès pour tout ça. Et puis le médecin, qui a la particularité d'être un Jamaïcain blanc, c'est assez rare pour le souligner. Il est interdit de pratiquer la médecine au Canada, et on va le retrouver dealer de stéroïdes et de cocaïne sur les trottoirs de Miami, sous le manteau. Voilà, pas de happy end sur cette histoire-là.
Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Allez, ciao.